Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne, et vous faites paraître aux éditions de l'Observatoire un livre intitulé La question israélienne, un ouvrage destiné à ceux qui s'interrogent de bonne foi, précisez-vous, à la réalité israélienne, au conflit israélo-palestinien et à la place de cet État dans le concert des nations. Un livre rédigé par un ami inquiet d'Israël. Alors démarrons avec cela, Bruno Tertrais. Comment s'est construit intellectuellement et personnellement peut-être votre amitié et votre intérêt pour Israël qui n'allait pas de soi, écrivez-vous? Ça n'allait pas de soi au sens où rien ne me préparait sur le plan personnel, familial ou culturel à avoir un quelconque intérêt, une quelconque affection pour ce pays. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous raconter un souvenir d'enfance, puisque ça a commencé comme ça, vous me le demandez. Je suis tout petit, je suis chez mes grands-parents en vacances et j'entends à la radio il y a une prise d'otage à Munich. En 72. On est en 72. C'est un événement extrêmement grave. Il y a la télévision en noir et blanc chez mes grands-parents. On voit quelques images. Il y a un film récent qui le montre très bien. Et je suis fasciné par cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la première fois que je suis un événement international. Et je me souviens de ma grand-mère le lendemain matin. Je me lève pour prendre mon petit déjeuner. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle me dit, c'est affreux, ils sont tous morts. Et voilà, puisque vous me demandez pourquoi, c'est ce qui a commencé à développer mon intérêt pour la géopolitique du Proche-Orient et pour... Donc pas seulement pour Israël, mais pour la géopolitique en tant que telle. Oui, peut-être même pour la géopolitique en tant que telle. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, on n'est pas là pour ça, mais je n'ai écrit ce livre qu'au bout de 15 ou 20 ans de voyage dans la région, en Israël, un petit peu dans les territoires palestiniens. Et c'est après le 7 octobre, comme beaucoup de gens, que j'ai eu envie d'écrire un livre. Mais j'ai attendu d'avoir suffisamment réfléchi, suffisamment voyagé, suffisamment visité pour dire quelque chose à ce sujet. Surtout que j'étais, comme nombre d'entre vous, j'imagine, ici, auditeur de la radio, préoccupé par l'état du débat public en France sur Israël. Donc c'est pour toutes ces raisons voilà, que j'ai écrit ce petit livre. Je suis un ami du pays, oui, j'ai beaucoup d'affection pour le pays, d'intérêt et d'affection, mais je suis aussi inquiet par... J'allais y venir. Voilà, je suis inquiet. Alors pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous inquiète? Quels sont les choix en cours, les dynamiques qui vous semblent placer Israël sur une mauvaise route? Je ne me permettrai pas de dire que le pays entier est sur une mauvaise route, mais je pense que la radicalisation d'une partie de la société et les politiques menées, même avant le 7 octobre, par la coalition au pouvoir actuellement, risque de fracturer encore un peu plus le pays. Et j'espère que tous les ressorts démocratiques que l'on a vus à l'occasion des grandes manifestations contre la réforme judiciaire resteront pleinement vigoureux à l'avenir. On est plus sur des choix internes que sur des orientations diplomatiques ou géopolitiques qui au contraire sont plus tournées vers l'ouverture et la paix éventuelle. Le paradoxe pour moi, mais là encore vous-même et nombre de nos éditeurs pourront vous dire si je me trompe, le paradoxe pour moi c'est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, plus d'un an après le 7 octobre, Israël est moins isolé, les Juifs sont plus isolés. Et pas seulement en France, mais à travers le monde. Israël est moins isolé parce que globalement, il a une administration américaine très favorable, on le sait. Il a réussi à ne pas perdre les acquis des fameux accords Abraham et tout ce qui tourne autour depuis quelques années. Et il a bien sûr modifié en profondeur, dans un sens positif, son environnement géostratégique. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'Israël n'est pas isolé, et moins isolé qu'il l'était il y a une dizaine d'années, mais qu'en revanche, j'imagine, quand on est juif, je ne le suis pas, qu'on se sent plus isolé. Et ça, c'est pas vrai seulement en France. Moi, ce qui me trouble beaucoup en tant qu'analyste dont la spécialité, c'est la géopolitique, c'est de voir que, par exemple, en Asie du Sud-Est, les positions chinoises sont entendues avec davantage de bienveillance que les positions américaines, à cause d'Israël et à cause des Juifs, pour faire simple. Voilà. Donc il y a une résonance de tout ce qui se passe depuis le 7 octobre qui est considérable et qui, malheureusement, dans une partie du monde, et pas seulement du monde musulman, rendent problématique, peut-être pour la durée, pour une longue durée, l'image du pays. Et comment vous l'expliquez, cette résonance extrême du moindre événement au Proche-Orient ?
Écoutez, bon, je ne suis pas le premier à écrire sur le sujet. Je pose une question presque naïve au début de ce livre qui s'appelle justement la question israélienne. Pourquoi ce petit État de la taille de la Bretagne suscite-t-il autant de passion? Et pourquoi y a-t-il un deux poids, deux mesures, mais pas dans le sens qu'on entend généralement, malheureusement, mais plutôt dans l'autre sens? Je cherche des explications. En quoi Israël serait un État exceptionnel? Alors, il y a une explication rationnelle qui serait possible, mais qui n'est pas la bonne. Par exemple, quand on regarde les très nombreuses occupations de territoires, si on considère que la Cisjordanie est un territoire occupé, vous savez bien que c'est un débat juridique. Petite parenthèse. Que vous abordez d'ailleurs très précisément dans le livre. Ça me permet de rappeler quelque chose que je n'ai pas rappelé dans le livre, mais qui est assez intéressant quand on parle de la France. Un président de la République française employait l'expression « territoire disputé ». Et non des moindres, puisqu'il s'agissait de François Mitterrand. On l'a un peu oublié. Vous ne savez pas. Voilà, mais écoutez, vous venez de l'apprendre. Je vous engage également à relire son très beau discours à la Knesset, sur lequel je sais, on me l'a dit, les collaborateurs de Mitterrand m'ont dit, il avait travaillé toute la nuit, il l'avait refait 5 ou 6 fois. C'est un très beau discours. Je reviens maintenant sur l'actualité. Au fond, vous savez, il y a une explication en science qui s'appelle le rasoir d'Occam. Quand vous cherchez une explication à quelque chose, vous cherchez, et finalement, c'est souvent, pas toujours, l'explication la plus simple qui est la bonne. C'est tout simplement parce que c'est un État juif. Voilà, c'est aussi simple que cela. À propos de l'occupation, donc je voulais dire que il y a d'autres territoires occupés, on le sait bien dans le monde. Il y a un deux poids deux mesures vis-à-vis d'Israël, mais c'est vrai que l'occupation de la Cisjordanie, c'est quand même la plus longue aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est ça la raison? Non, parce que quand c'était pas la plus longue, eh bien... Vous mettez en avant les modalités et la durée de oui, la modalité et la durée, mais le grand paradoxe, si vous voulez, c'est qu'Israël s'en serait peut-être mieux tiré sur le plan du débat international et de la légitimité de sa politique s'il avait d'emblée annexé après 1967 toute la Cisjordanie ou au moins une partie de celle-là. C'est ça le paradoxe, si vous voulez. C'est parce que le territoire est occupé qu'il suscite autant de débats. S'il avait été annexé, peut-être que ça aurait été... Ce n'est pas un plaidoyer pour l'annexion que je fais, pas du tout, parce que je pense que la situation aujourd'hui est quasiment inextricable, mais en tout cas, ça fait partie des nombreux paradoxes que je souligne dans ce petit livre. On y reviendra tout à l'heure. C'est un livre, Bruno Tertrais, qui s'écrit au nom de la nuance, de la complexité des réalités du terrain, mais aussi des identités et des imaginaires. Vous rapportez la comparaison odieuse faite par certains entre le festival Martyr Tribov Nova et le jardin de l'officier nazi Rudolf Höss, mitoyen du camping d'Auschwitz, dans le film La Zone d'intérêt, sorti l'année dernière. La nazification d'Israël, c'est à la fois l'insulte ultime et une manière de dénier ce qui serait, à tort par ailleurs, l'origine de la légitimité d'Israël, à savoir la Shoah. Oui, et comme vous savez bien, la légitimité d'Israël, c'est pas seulement la Shoah. Justement, c'est un mythe qu'on est nombreux à combattre. Alors, cette comparaison, cette analogie extrêmement troublante, le problème, c'est qu'elle a été aussi faite par des gens de bonne foi et même des amis du pays. Comment peut-on danser à côté de la prison de Gaza? C'est ce qu'on avait entendu. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que ça légitime cette abominable analogie avec la zone d'intérêt, mais le simple fait que des Israéliens, et pas seulement d'ailleurs des Israéliens, puissent s'amuser sur leur propre territoire dans une zone totalement non disputée, c'est-à-dire sur le territoire internationalement reconnu d'Israël, finalement, même cela, c'est contesté. Comme si, vous êtes juif, vous n'avez pas le droit de vous amuser chez vous. C'était finalement d'avoir un État. Et au bout du compte, c'est ça que ça veut dire, bien sûr. Et je souligne les très nombreuses ambiguïtés destructives. Il y a les ambiguïtés constructives, mais il y a beaucoup d'ambiguïtés destructives aujourd'hui dans le débat public. Là encore, je n'invente rien. Mais quand on parle, par exemple, de colonialisme ou d'État colonial, le problème, c'est qu'on ne sait jamais si le locuteur parle de la Cisjordanie ou des implantations, ou s'il parle de l'existence même de l'État d'Israël. Et en permanence, ces ambiguïtés se retrouvent dans le débat public. Je dis toujours, quand quelqu'un vous parle de la Palestine, demandez-lui de quelle Palestine il parle. De quoi parlez-vous? De la région, de l'État de Palestine au sens de l'ONU. Et donc, je crois qu'il est important dans le débat public, pour retrouver un peu de raison et dépassionner un peu les choses, à chaque fois de déconstruire et surtout de demander au locuteur de quoi parlez-vous exactement. D'autant plus que cette contestation parfois radicale du sionisme et de l'État d'Israël se fait au nom de l'autodétermination des Palestiniens. Oui, et c'est le grand paradoxe, là encore, un de plus, c'est que je dis sans plaisanter que la gauche radicale, toutes les gauches radicales, qui sont les premiers défenseurs des
des peuples premiers, des habitants originels de tel ou tel territoire dans le monde devraient être, en principe, finalement, les premiers défenseurs du sionisme, puisque s'il y a un peuple premier, on peut discuter de la réalité historique de cette expression, mais en tout cas, il est difficile de nier que le peuple juif, les Hébreux, le peuple juif ont été le peuple premier ou un des peuples premiers de la terre qu'on appelle aujourd'hui Palestine. Et ça fait partie des très nombreuses inversions accusatoires. On accuse les Juifs d'être tout simplement des squatteurs. Et je vous cite page 17, le sionisme historique fut au fond l'inverse exact du colonialisme traditionnel. Vous citez également Denis Charbit, pour qui le sionisme historique s'inscrit au contraire dans la dynamique de décolonialisme du XXe siècle. On ne peut pas dire que Denis Charbit, qui est un homme que je respecte beaucoup, soit un excité d'extrême droite. C'est loin de là, comme vous dites. Et c'est pour ça que je le reprends lui en particulier, parce que sa parole n'est pas celle d'un extrémiste. Sa parole est quelqu'un qui a un discours qui se veut scientifique au sens universitaire et un discours de raison. C'est pour ça que je le cite lui, parce que je pense que c'est tout à fait juste. Israël, c'est d'abord un projet décolonial. Et le grand paradoxe aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est cette gauche dite décoloniale qui conteste son existence même. Alors vous rappelez le soutien ancien, premier à l'époque contemporaine, des protestants au sionisme, au retour de la race juive sur la terre biblique. C'est ainsi qu'on parlait dans ces cercles au XIXe siècle. Quelle est l'influence aujourd'hui des évangélistes dans la diplomatie américaine, en particulier autour de Donald Trump? Oui, alors on dit plutôt évangélique. Les évangélistes, en tout cas pour les chrétiens, ce sont ceux qui ont écrit les évangiles. Pardon de ce petit point un petit peu pédant. Les évangéliques, ce sont effectivement ces gens qui représentent 20-25% aujourd'hui, enfin au moins 20 ou 25% de l'électorat adulte américain. C'est encore énorme. Ça a diminué, notamment parce qu'il y a de plus en plus de laïcs ou de séculiers aux États-Unis, mais c'est absolument énorme. Et surtout, ils sont très bien organisés en force politique, en lobby. Il y a un lobby évangélique qui est extrêmement important aux États-Unis. Et je crois que ce sont, il faut toujours le rappeler, les premiers soutiens d'Israël aux États-Unis. Les évangéliques sont beaucoup plus puissants dans leur soutien à Israël aux États-Unis que ne sont les Juifs, en tout cas pour moi. Les évangéliques font partie des gens qui ont fait un choix tactique, qui est celui de soutenir Trump. Trump, à mon sens, ne croit en rien, ne croit pas en Dieu, probablement pas. Enfin, je ne peux pas lui faire de procès d'intention, mais quand même, j'ai parfois le soupçon, je me demande même si c'est pas un antisémite caché. À ce moment-là. Oui, vu la manière dont il parlait des Juifs à la fin de la campagne électorale, c'était assez troublant. Je pense qu'il s'en moque totalement. Alors, je comprends très bien, quand on est israélien, qu'on voue une adoration particulière à ce veau d'or qui est Donald Trump, mais pour une raison très simple, c'est que le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem est un geste historique. Et donc on peut comprendre ce soutien. On dit aussi souvent en Israël, moi j'en ai souvent parlé avec des amis israéliens, comment est-ce que vous pouvez accepter ce soutien troublant des évangéliques, Trump ou pas Trump d'ailleurs, parce que ça date plutôt de Carter, même avant Reagan. Et on me disait, écoutez, nous savons très bien qui ils sont, nous savons très bien que leur doctrine, c'est au fond, à la fin, ça se termine pas très bien pour les Juifs, parce qu'en gros, à la fin des temps, selon la doctrine évangélique la plus stricte, les Juifs, à la fin, soit ils sont tués, soit ils se convertissent. Donc c'est un choix... Avec la venue du Messie. Avec la venue du Messie. Mais que voulez-vous, dit-on en Israël? Nous, on prend ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens sont enthousiastes, aiment Israël. On les voit souvent en Israël, sur les touristes particulièrement passionnés. Il faut les voir dans la vieille ville de Jérusalem ou ailleurs. On est dans le pragmatisme absolu, là. C'est exactement cela. C'est un pragmatisme absolu. Et cette convergence avec Trump, contrairement à son ancien vice-président. Son ancien vice-président était lui Mike Pence, qui était un évangélique convaincu et un homme tout à fait respectable. Voilà, c'est une convergence d'intérêts et Trump a très, très bien compris qu'en nommant Mike Huckabee, donc un évangélique, c'est la première fois à ma connaissance qu'on a un évangélique vraiment qui se déclare comme tel, comme ambassadeur des États-Unis en Israël. Et bien cette convergence-là, elle fait un petit peu l'affaire de tout le monde. Sur quoi repose plus généralement l'alliance entre Jérusalem et Washington? Vous écrivez que cette relation est plus complexe qu'il n'y paraît et se prête mal aux caricatures.
Oui, parce qu'on a oublié que parfois ça s'est très mal passé, y compris avec des présidents dont on pouvait penser que c'était plutôt des alliés objectifs d'Israël. Sous certains présidents républicains, notamment George Bush père, ça s'est très mal passé à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que tout simplement les États-Unis, dont l'alliance de fait avec Israël est récente, il faut toujours le rappeler, ça date en gros des années 1960, de la fin des années 1960, à post-67, les États-Unis ont toujours voulu garder également d'excellentes relations avec les grands pays arabes de la région. Et c'est notamment à cause de cette tension entre qu'est-ce qu'on fait avec l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on fait avec Israël, entre autres, que la relation a souvent été compliquée. Il est arrivé que des présidents américains tordent le bras à Israël. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut tordre le bras facilement à Israël dès lors que ses intérêts les plus essentiels sont en cause. Mais pour des gestes diplomatiques comme la participation du Premier ministre Shamir à la conférence de Madrid en 1991. Oui, cela arrive. Tout ceci pour rappeler que cette alliance n'est pas aussi naturelle qu'il n'y paraît à certains, même si elle est assise sur une convergence assez unique, de perception de destin commun d'une part et d'intérêt commun dans le domaine du contre-terrorisme, de la non-prolifération, etc. d'autre part. Donc ça reste extrêmement solide, malgré le fait qu'elle s'effrite dans une partie de la jeunesse démocrate. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, selon vous, côté israélien, du fait des revers d'alliance que mène en ce moment en tout cas Donald Trump vis-à-vis d'alliés qui seraient considérés là aussi comme des alliés historiques pour tout un tas de raisons? Alors, Trump ne fera pas à Israël ce qu'il fait à l'Europe, c'est-à-dire devenir le meilleur ami de notre adversaire principal. Et par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, M. Netanyahou a encore de bonnes relations avec M. Poutine, même si, ce qui est très intéressant de constater, c'est que la Russie soutient beaucoup moins la cause israélienne et a glissé du côté irano-palestinien, on va dire les choses comme cela, depuis le 7 octobre. Parce que, tout simplement, la Russie estime qu'il est davantage dans son intérêt aujourd'hui de soutenir cette cause pour essayer de soulever ce qu'on appelle le Sud global contre les Occidentaux. Moi, j'ai toujours dit aux Israéliens, méfiez-vous de l'alliance avec la Russie. Bon, je sais qu'ils ne sont pas naïfs, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là, ça montre, à mon sens, que j'avais pas complètement tort. Bruno Tartoli, vous qui connaissez bien les affaires nucléaires, est-ce que vous considérez que la Russie, pour le coup, pourrait jouer un rôle dans les négociations en cours sur le nucléaire iranien, vu qu'un sommet doit se tenir, je crois, dans les prochains jours en Chine, négociations entre les Russes et les Iraniens, peut-être à la demande des Américains. Est-ce que vous pensez que la Russie pourrait être un médiateur dans ce dossier extrêmement complexe? Non, je ne crois pas. Alors, je rappelle quand même que depuis 2007, la Russie fait officiellement partie du groupe de pays qui, théoriquement, négocie encore avec l'Iran. On appelle le P5+1. C'est un format dans lequel la Russie est déjà depuis très longtemps. Non, moi, je soupçonne au contraire que l'Iran cherche des appuis du côté russe et chinois et essaye de conforter sa position face à Trump, et que la Russie va essayer de tirer ce qu'elle peut pour elle-même de ce sac de nœuds nucléaire. Je ne crois pas non plus, à l'inverse, comme le craignent certains, que la Russie fournisse davantage d'assistance pour le programme nucléaire militaire iranien que ça n'était le cas jusqu'à présent. Parce qu'il y a quand même quelques lignes rouges que Poutine respecte encore. L'une d'entre elles, et Xi Jinping aussi, c'est on n'aide plus délibérément un pays à se doter de la bombe atomique. En revanche, du côté des missiles, alors là, c'est open bar. Entre la Russie et l'Iran, les drones, les missiles, la coopération n'a malheureusement jamais été aussi forte entre les deux pays. Je reviens aux États-Unis. L'administration Trump a repoussé le plan égyptien de reconstruction de Gaza, présenté début mars lors d'un sommet arabe au Caire. Un plan qui constituait une première réponse au plan Trump pour Gaza, dont l'idée centrale consistait au déplacement des Gazaouis vers des pays tiers, au profit d'une prise de contrôle du territoire par les États-Unis, en vue de son développement. Sur qui Trump essaye-t-il là de faire pression pour obtenir un investissement arabe à la fois politique et financier? C'est typiquement du Trump, un projet en apparence totalement foutraque qui soit peut tomber totalement à l'eau, comme ça a été le cas par exemple. Je vais vous faire une analogie qui va peut-être vous troubler, mais souvenez-vous que le fameux clip sur Gaza qui est sorti, où on voit Gaza... Enfin, on voit d'abord Trump, roi de Gaza, et puis un Gaza transformé en Floride, littéralement. Il avait fait la même chose avec la Corée du Nord.
Il essaye, il joue des coups comme ça. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je pense que ça n'a absolument aucune chance de marcher parce que c'est pas central pour lui, pour Trump, ni financièrement, ni politiquement, et parce qu'il n'a pas les leviers qui lui permettraient de mettre en œuvre ce type de plan. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'espoir ou de crainte, c'est selon. Et qu'est-ce que ça peut générer ? Côté arabe, est-ce que ça peut générer un autre projet ? Alors, effectivement, là où vous avez raison, parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que la pression américaine est suffisamment importante pour que ça puisse générer davantage d'investissements politiques et financiers des pays arabes dans l'avenir de Gaza ? À mon avis, c'est là que ça se joue, mais il y a tellement de pièces du mobile qui bougent en même temps qu'aujourd'hui, il est difficile de savoir si l'administration Trump va vouloir surinvestir sur cette question de Gaza. Et ça supposerait aussi de la constance, qui n'est pas forcément le fort de l'administration Trump. C'est l'euphémisme de la journée. Effectivement, Trump est capable de se désintéresser totalement de Gaza du jour au lendemain, dès que ça ne sera plus d'actualité, dès que, d'ailleurs, ça l'est moins au jour le jour. Enfin, voilà, il y a moins d'actualité quotidienne de Gaza que ça n'était le cas pendant un an et demi. Donc, grand point d'interrogation, mais les projets qui prévoiraient le déplacement forcé de plusieurs centaines de milliers de populations, ne serait-ce que pour un temps provisoire, avec beaucoup de guillemets, il faut le dire très clairement, un déplacement de forcé de centaines de milliers de personnes, ça s'appelle de l'épuration ethnique ou du nettoyage ethnique. Et j'ai peine à croire que les Égyptiens, les Jordaniens et les autres lui donneraient leur aval, même contre espèces sonnantes et trébuchantes. Vous rappelez que Gaza, ce territoire dont aucun État ne veut, a joué un rôle majeur dans la construction de l'identité palestinienne. Pourquoi fût-ce le cas davantage que Ramallah, Naplouse ou Bethléem ? Alors, il faut rappeler effectivement que lorsque Yasser Arafat revient, entre guillemets, sur le territoire palestinien, c'est à Gaza. Tunisie. Voilà, depuis la Tunisie, c'est à Gaza qu'il retourne. Alors, il y a peut-être que la phrase que vous citez est un tout petit peu raccourcie, puisque les grands intellectuels palestiniens, ils sont plutôt venus de Naplouse ou de la région plutôt que de Gaza. La question de Gaza, elle est intéressante aussi parce que ça a été l'expérience Sharon. L'expérience Sharon, c'est on se retire définitivement, entre guillemets, de ce territoire, en tout cas plus de présence. Le retrait de 2005. Voilà, le retrait de 2005, à la fois pour des raisons diplomatiques vis-à-vis des États-Unis, pour montrer qu'on peut faire quelque chose, pour des raisons démographiques, parce que le poids de la population arabe de Gaza dans l'ensemble de la région commençait à être extrêmement fort. La démographie de Gaza n'est d'ailleurs plus du tout la même aujourd'hui, même avant le 7 octobre. Et puis, c'était aussi une expérience. On va voir si la théorie du retrait d'implantation, alors certes en très petit nombre, mais des vraies implantations sur un territoire, c'est quelque chose de faisable pour l'opinion israélienne. Voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'il y a une symbolique autour de Gaza bien avant le 7 octobre. Toujours sur Gaza, vous écrivez plus largement, l'UNRWA a fait du Palestinien un éternel réfugié, le Palestinien errant. L'UNRWA, dont se sont retirés les États-Unis le mois dernier, c'est une organisation qui doit être réformée, remplacée. Je pense très honnêtement, même si je ne partage pas le tombereau de critiques qui ont été faites sur l'UNRWA, qu'on a critiqué à juste titre, mais enfin bon, de manière un petit peu excessive, en faire structurellement un complice du Hamas me semble un peu excessif. Bon, mais je ne peux que partager l'idée selon laquelle il n'est pas justifié, c'est un double standard, deux poids, deux mesures, d'avoir une agence spécifique pour l'ex-Palestine mandataire. Ça semble une évidence, l'UNRWA existe, mais non, la question c'est pourquoi est-ce que l'UNRWA devrait continuer à exister ? Est-ce qu'avec les mêmes moyens, et la même mission, le même mandat, probablement quelques changements de personnel souhaitables, tout ceci ne pourrait pas être repris tout simplement par le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc oui, j'ai cette formule un peu facile, celle du Palestinien errant, mais c'est quand même extraordinaire de voir que là, non seulement on a une agence unique, mais aussi et surtout, c'est le plus important, on a un statut unique, c'est le réfugié héréditaire. C'est ça la véritable anomalie. Malheureusement, je crains qu'on n'arrive pas à avoir de consensus à l'ONU, puisque c'est une agence de l'ONU, pour changer cela à échéance prévisible. Mais il faut toujours rappeler que ce statut de réfugié héréditaire, ce qui a contribué à multiplier par 10 ou 12 le nombre de réfugiés depuis la fin des années 40, c'est une anomalie totale sur le plan de la politique et du droit. Et c'est un
point de blocage majeur en vue d'un éventuel accord et de la création de deux États? Non, je ne crois pas que ça soit ça le problème. C'est un point de blocage pour beaucoup de choses, c'est un point de cristallisation. Le problème de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, c'est qu'il est enquisté de toutes parts, donc c'est un enquistage supplémentaire. Mais non, l'existence de l'UNRWA n'est pas un obstacle structurel. Non, je veux dire, le maintien de la question des réfugiés de manière générale et de leur retour éventuel sur le territoire israélien. Je me souviens que dans les années 2010, Tzipi Livni, qui avançait quelques idées pour essayer de débloquer les choses, avait dit très vite, il y a bien une question sur laquelle nous ne transigerons jamais, c'est ce que les Palestiniens appellent le droit au retour. Alors, droit au retour qui est extrêmement contestable en tant qu'idée même. Mais nous ne pouvons pas accepter cela et toutes les propositions raisonnables de création d'un État palestinien stable et indépendant ne comprennent qu'un retour très symbolique de quelques familles qui iraient récupérer des maisons ou des terres. Mais ce qui n'a jamais été formellement accepté publiquement, tout du moins, par des responsables palestiniens. Certains responsables palestiniens le disent publiquement, mais nous n'en sommes pas au stade où un président palestinien ou un président de l'autorité palestinienne peut dire « nous renonçons officiellement à cette condition dans le cadre d'un accord qui comprendrait ceci ou cela ». Voilà, ça fait partie des conditions structurelles qui ne sont toujours pas réalisées. Je dis dans mon chapitre qui s'appelle 3, 2, 1, 0 État, c'est une formule facile, mais pour dire que voilà, en quoi, la question c'est en quoi la fameuse solution à deux États serait-elle la plus légitime que d'autres. Je finis par dire que la solution à deux États, c'est comme la démocratie, c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Nous ne sommes pas du tout dans un monde dans lequel aujourd'hui la possibilité de la concrétisation de cette solution à deux États, à condition qu'on ait défini le problème d'ailleurs, parce que quand il y a une solution, c'est qu'il y a un problème. Pardonnez-moi cette formule facile, mais elle dit quand même quelque chose. Nous ne sommes pas du tout dans un monde dans lequel elle est d'actualité. On évoquait il y a quelques instants, Bruno Tertrais, le retrait de Gaza de 2005 sous la direction d'Ariel Sharon. La question des frontières n'a jamais été abordée de front par les dirigeants israéliens, quelques exceptions près. Comment l'expliquez-vous ? Un État qui est en guerre contre ses voisins a par définition des frontières provisoires. C'est à la fois la nécessité et le choix. La nécessité, c'est-à-dire que les frontières ont été contestées par les voisins les plus proches. Le choix, ça a été le choix de la non-annexion de la Cisjordanie, puisque, il faut toujours le rappeler, cette expression frontière de 1967 ne veut strictement rien dire. Ce ne sont pas des frontières. C'est une ligne d'armistice de 1949. Alors même... Voilà, pour le Golan, c'est assez clair puisque le Golan est considéré comme territoire israélien, donc a été annexé dans les faits, mais c'est tout simplement l'historique des conflits successifs qui a empêché les États voisins de consolider leurs frontières, sauf avec l'Égypte et avec la Jordanie, ce qui n'est quand même pas mince. Mais au nord, les frontières restent particulièrement non définies. Et vous notez quelque chose qui pourrait paraître aux lecteurs contre-intuitif si l'on suit le fil de l'actualité et ses commentaires. La superficie territoriale contrôlée en permanence par l'État d'Israël a rétréci depuis 1980. Par quelle grande décision ? Écoutez, en fait, ce que j'appelle contrôle, c'est pas la superficie du territoire israélien, mais c'est bien sûr tout ce qui s'est passé en termes de retrait de territoire voisin. C'est aussi simple que cela. Donc on a cité notamment, pour nos auditeurs, on a cité Gaza 2005. Il faudrait rappeler aussi le Sinaï. Le Sinaï, ça c'est avant, un petit peu avant. Parce que moi, voilà, il y a le Sinaï d'abord, bien sûr, ce qui était un gros morceau. Pardonnez-moi l'expression. Il y a Gaza 2005, il y a le Sud-Liban. Enfin, l'idée selon laquelle qu'on trouve encore dans le débat français parfois, Israël, une fois qu'il est quelque part, ne se retire jamais. Eh bien, ça n'est évidemment pas vrai. Je voudrais qu'on termine avec le Liban. Israël a annoncé cette semaine l'ouverture de négociations avec le pays du Cèdre en vue de délimiter leurs frontières terrestres communes. L'objectif serait à terme de normaliser leurs relations. C'est ce qu'affirment en off des sources israéliennes. Ça serait absolument historique. Oui, ça serait véritablement historique puisque aujourd'hui la frontière est non seulement fermée, mais elle n'est pas reconnue des deux côtés comme une frontière légitime. Il y a toujours, les frontières sont des symptômes dans la vie internationale. Lorsqu'on a un accord sur une frontière
bien délimitée des deux côtés, eh bien, on est soit en train de se reconnaître, soit on s'est déjà reconnu, soit on va le faire très prochainement. Le fait qu'il y ait eu une délimitation de la frontière maritime En 2022. en 2022 avait une origine très précise, c'était comment est-ce qu'on exploite au mieux les ressources gazières des deux côtés et comment est-ce qu'on évite un différend supplémentaire entre le Liban et Israël sur la question des ressources gazières. Alors, si on reprend les pourparlers sur la frontière terrestre, c'est un très bon signe, ça ne veut pas dire qu'on y est, mais je rappelle quand même aussi qu'il y a ce que j'appelle un véritable... J'ai fait aussi un atlas des frontières il y a quelques années, et vous m'aviez d'ailleurs... Pour la réédition il y a quelques mois. Voilà, invité pour en parler. Il y a ce que j'appelle un nœud frontalier particulièrement complexe, aussi complexe que celui qui existe en Asie du Sud. C'est pas un hasard. Vous savez pourquoi ? Parce que le Proche-Orient, c'est comme l'Asie du Sud, c'est comme la Corée. Ce sont les blessures géopolitiques de la fin des années 1940 qui n'ont jamais été cicatrisées. Donc la frontière, c'est Israël, Liban, mais aussi bien sûr la Syrie, avec l'imbroglio total des fermes de Sheba où personne n'est d'accord sur qui est... voilà, la Syrie ne partage pas la position libanaise, le Liban ne partage pas la position israélienne, etc. Et ça se complique encore un peu depuis qu'Israël occupe, dans les faits, une partie, le versant oriental du mont Hermon, et une petite bande de territoire syrien. On verra si ça devient une occupation de long terme ou pas. Je comprends que c'est pour des raisons sécuritaires qui sont tout à fait compréhensibles. Je comprends que c'est un formidable poste d'observation au-delà de ce qui existe déjà sur le Golan. Ce qu'a rappelé il y a quelques jours le ministre de la Défense israélien. C'est vrai. Je peux comprendre les préoccupations sécuritaires, mais cela aura aussi un coût politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'Israël est décidément un pays qui a besoin de s'agrandir, d'occuper davantage. Voilà. J'ai parlé des retraits, mais il y a aussi parfois des occupations temporaires qui durent. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est très, très clairement le Liban, pour la première fois depuis des décennies, non seulement pour les Libanais eux-mêmes, mais pour la relation Liban-Israël, on a une véritable perspective positive. Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, La question israélienne, publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Radio. Merci.